Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous plongeons, c'est le cas de le dire, dans une aventure les plus énigmatiques et débattues de l'histoire contemporaine, le triangle des Bermudes. Ce lieu mythique, situé dans l'Atlantique Nord, entre Miami, les Bermudes et Porto Rico, est célèbre pour ses nombreuses disparitions inexpliquées d'avions et de navires, alimentant l'imagination du public et des chercheurs depuis des décennies. Mais qu'y a-t-il de vrai dans les récits entourant le triangle des Bermudes? Est-ce simplement un mythe, nourri par notre amour pour le sensationnel, ou existe-t-il une réalité tangible derrière ces histoires de disparition et de phénomènes inexplicables? Les origines de ce mythe remontent au début du XXe siècle, avec des disparitions médiatisées telles que celle de l'escadrille 19, un groupe de 5 bombardiers de l'US Navy disparus en décembre 1945, donnant naissance à l'une des légendes les plus durables du triangle des Bermudes. Des théories variées se proposent pour expliquer ces phénomènes, allant des émissions de gaz méthane aux activités paranormales ou extraterrestres. Cependant, aucune théorie ne fournit une explication complète et satisfaisante à toutes ces disparitions. Une analyse statistique montre que, proportionnellement, le triangle des Bermudes n'est pas plus dangereux que d'autres zones maritimes fréquentées, suggérant que les disparitions soient dues à des erreurs humaines, des conditions météorologiques défavorables ou d'autres explications conventionnelles. Malgré cela, le triangle des Bermudes captive grâce aux nombreux récits étranges rapportés par des survivants ou des témoins, des histoires de boussoles déréglées, de brumes soudaines et d'appareils électroniques défaillants, ajoutant une couche de mystère au débat. Alors chers amis, êtes-vous prêts à embarquer pour une exploration trépidante et peut-être résoudre le mystère du triangle des Bermudes? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, le triangle reste un sujet fascinant pour les conteurs, les scientifiques et les chercheurs de vérité du monde entier. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de partager vos propres théories et questions dans les commentaires, et si vous souhaitez m'encourager dans mon travail, vous pouvez toujours le faire en allant sur ma page Tipeee. Allez, c'est parti, réglez votre boussole en direction du triangle des Bermudes, et c'est sur Enigma et Mysterium. L'humanité a toujours cherché à percer les mystères de la Terre, à en comprendre l'origine, la structure et le processus de formation. À travers l'étude multidisciplinaire impliquant la physique, la biologie, les mathématiques et même la philosophie, nous bénéficions d'un éclairage scientifique sans précédent. Les recherches progressent, apportant des réponses précises et logiques, mais notre planète recèle encore des mystères, notamment les profondeurs océaniques, restant largement méconnu et suscitant une fascination constante. L'océan, cette vaste étendue d'eau salée s'étirant entre les continents, couvre plus de 70% de notre planète et se divise en 5 océans majeurs, le Pacifique, l'Atlantique, l'Arctique, l'Antarctique et l'Indien, sans oublier les nombreuses mers qui les parsèment. Considéré comme le berceau originel de la vie sur Terre, l'océan demeure paradoxalement l'un des environnements les moins explorés par l'homme. Aujourd'hui encore, il représente une des ultimes frontières sauvages, un monde mystérieux où tant reste à découvrir. L'océan, avec une profondeur moyenne de 3682 mètres, constitue 96% du volume total de la biosphère. L'océan Atlantique, le deuxième en termes de taille, s'étire du pôle Nord au pôle Sud, recouvrant une superficie d'environ 100 millions de kilomètres carrés. Il s'est formé il y a 180 millions d'années, suite à la divergence des plaques tectoniques.
Historiquement, il est la scène majeure des explorations européennes. Il reste de nos jours un axe de navigation crucial pour les nations se trouvant sur ses rives. L'océan Atlantique, vaste étendue d'eau salée, est renommé non seulement pour sa grandeur, mais aussi pour abriter un lieu énigmatique, tristement célèbre pour les disparitions inexpliquées et les naufrages qui s'y sont succédés. Ce lieu n'est autre que le triangle des Bermudes, connu pour être le théâtre de nombreux mystères maritimes et aériens. Niché au cœur de l'océan Atlantique, le mystérieux triangle des Bermudes est encadré par Miami, Porto Rico et l'île des Bermudes. La superficie de cette zone ne s'établit pas précisément, fluctuant au gré des récits et des observations. On considère généralement qu'elle s'étend sur une aire allant de 500 000 à 1,5 million de kilomètres carrés, un espace aussi vaste qu'insaisissable. Le triangle des Bermudes, avec son décor de cartes postales fait d'eau cristalline, de plages immaculées et de palmiers ondulant à l'horizon, attire une foule de touristes en quête d'aventures exotiques. Ces lieux évoquent l'évasion, que ce soit Miami, Porto Rico ou les Bermudes elles-mêmes. Cependant, au-delà de cette image paradisiaque, le triangle des Bermudes cache une autre réalité. Il se pose sur une gigantesque chaîne de montagnes sous-marines, avec des fosses atteignant jusqu'à 8000 mètres de profondeur, presque aussi abyssales que la fosse des Mariannes, le point le plus profond connu sur Terre, plongeant à 10 994 mètres. Le triangle des Bermudes est surtout le lieu de disparition inexpliquée de navires et d'avions. Il est dit que chaque année, environ 4 avions et 20 bateaux s'évanouissent dans ce triangle maritime. Il est toutefois important de nuancer cette affirmation. De récentes études démontrent que le taux de disparition dans cette zone n'est pas significativement différent de celui d'autres zones très fréquentées du globe. En réalité, la plupart des disparitions attribuées au triangle des Bermudes s'expliquent par des phénomènes naturels, des erreurs de navigation, des défaillances mécaniques ou encore par les conditions météorologiques adverses. Le mythe du triangle des Bermudes reste captivant, mais la science tend à démontrer que les mystères qu'il renferme ont souvent des explications bien terre-à-terre. Loin de l'image paradisiaque que l'on pourrait s'en faire, le triangle des Bermudes conserve ainsi une réputation de dangerosité. Un nombre impressionnant d'avions et de navires se volatilisent dans cette région. Pour saisir pleinement sa légende, il est essentiel de plonger dans son histoire. Bien avant que le triangle des Bermudes ne capte l'attention du monde entier, des incidents maritimes insolites y ont déjà été observés. Des récits de navires et d'avions engloutis par cette zone de l'Atlantique, sans laisser de traces, alimentent l'imaginaire collectif depuis des siècles. Les scientifiques proposent aujourd'hui des explications plus rationnelles, comme les particularités topographiques sous-marines et les phénomènes météorologiques extrêmes, pour tenter de démystifier ces disparitions. L'un des récits les plus anciens alimentant sa légende est celui du premier voyage transatlantique de Christophe Colomb en 1492. Durant cette expédition, 3 phénomènes étranges sont rapportés. L'apparition d'une boule de feu dans le ciel, boussole qui perd le nord, et une lumière insolite dansant au-dessus des vagues. La boule de feu en particulier se décrit comme une flamme céleste plongeant dans l'océan. Ces événements contribuent à forger la réputation surnaturelle du triangle. L'enthousiasme pour les extraterrestres et les ovnis est également compréhensible, mais il est intéressant de noter qu'un météore répond aussi à cette description. En effet, les étoiles filantes s'observent plus fréquemment en septembre, coïncidant avec l'orbite particulière et l'inclinaison de la Terre, et c'est précisément le 15 septembre qu'une telle observation est rapportée. 2 jours plus tard, le 17, l'équipe remarque que leur boussole ne pointe plus correctement vers l'étoile polaire. Bien que cela soit une source d'inquiétude à l'époque, nous comprenons aujourd'hui que ce phénomène est attribuable à la déclinaison magnétique faisant dévier l'aiguille de la boussole vers le nord magnétique plutôt que vers le nord géographique. Il est important de noter que ces phénomènes ne se manifestent pas à proximité du triangle des Bermudes, mais plutôt en plein cœur de l'Atlantique Nord, un détail souvent négligé. Par ailleurs, la mystérieuse lueur est aperçue uniquement à l'intérieur des frontières du triangle. Christophe Colomb lui-même décrit cette lumière comme une petite chandelle qui s'élevait et montait, interprétant cela comme l'indicateur d'une terre proche, sans jamais la considérer comme un mystère. Effectivement, quelques heures seulement après l'observation de cette lueur, un marin aperçoit les contours du continent américain. Cette découverte vient appuyer la théorie de Christophe Colomb, supposer que cette lumière émanait d'une source terrestre proche, telle qu'une torche ou un grand feu célébré par les autochtones.
Ce qui demeure évident est que le mystère de cette lumière continue d'interroger tant que l'on se contente de juger sur les apparences sans chercher à explorer plus loin. En 1515, l'explorateur espagnol Juan de Bermúdez tombe sur l'archipel des Bermudes, perdu dans l'Atlantique, loin des côtes est américaines. Un peu moins d'un siècle plus tard, en 1600, les Anglais, suite à un naufrage fortuit, prennent pied sur ces terres et fondent Saint-Georges, la toute première capitale. Ces 300 petites îles formant l'archipel deviennent rapidement colonies anglaises avant de passer sous pavillon britannique en 1707. Le fameux triangle des Bermudes s'impose alors comme un passage stratégique pour les navigateurs, leur offrant un raccourci précieux dans cette zone de l'océan. Le mystère entourant le triangle des Bermudes commence à se tisser au début du 19e siècle. Le 10 juin 1800, l'histoire enregistre une disparition marquante, celle de la goélette USS Pickering. Partie de Boston en direction de la Guadeloupe, cette embarcation de 23 mètres est aperçue pour la dernière fois à Newcastle. Elle sombre ensuite dans l'oubli avec ses 105 membres d'équipage en septembre de la même année. La théorie la plus crédible suggère son engloutissement par un cyclone dévastateur, ce qui n'est pas étonnant au vu des conditions climatiques inhérentes à cette zone. Néanmoins, ce n'est que le début d'une longue série de disparitions. En 1854, le navire britannique Bella disparaît en route vers la Jamaïque. Suivent le 3-mâts suédois Lada en 1866 et le navire marchand espagnol Viego en 1868, tous deux perdus sans laisser de traces. Les disparitions s'enchaînent avec l'Atlanta, le Miramon, le Cyclope et le SS Cotopaxi, engloutis par l'océan. Le phénomène atteint son apogée en 1945, année où près de 30 avions et navires sont engloutis, la plupart sans explication, contribuant à forger le mystère qui persiste encore aujourd'hui. L'année 1945 marque un tournant dans l'histoire du triangle des Bermudes, avec la disparition du 19e escadron propulsant cette énigme au rang de légende. Ce qui n'était au départ que de simples incidents inexpliqués, prend rapidement l'allure de phénomènes extraordinaires. Les récits se multiplient sans que l'on retrouve jamais de traces des équipages ou des passagers. Ces histoires captivent l'imagination collective, donnant naissance à une mythologie moderne autour de cette zone de l'Atlantique. Les enlèvements par des extraterrestres, une théorie qui ressurgit quand la science peine à expliquer certains phénomènes, reste un mystère pour beaucoup. Mais quelle est l'origine du nom Triangle des Bermudes ? En 1950, un article publié dans divers journaux américains révèle des disparitions entre la côte de Floride et l'île des Bermudes. L'article détaille 5 incidents distincts qui se sont produits au cours des 5 dernières années, marqués par la disparition inexpliquée d'un navire, de 9 avions et d'environ 135 civils et membres d'équipage. Pour la première fois, cette étendue océanique est soupçonnée d'être anormalement le lieu de nombreuses disparitions en mer. Malgré l'absence d'explications concrètes pour cette anomalie présumée, le lieu commence à fasciner. En 1952, un magazine spécialisé dans le surnaturel décrit à nouveau la région comme un triangle entre l'État de Floride, Porto Rico et les Bermudes. La forme triangulaire, semblant avoir été choisie sans raison particulière, n'a jamais été justifiée par son auteur. Mais une fois l'idée du triangle mystérieux implantée dans l'esprit des gens, le nom qui deviendra célèbre est inévitable. Vincent Gaddis, un écrivain et journaliste américain fasciné par les énigmes inexpliquées, est le premier à populariser l'expression « triangle des Bermudes » en février 1964 à travers un article dans le magazine Argosy intitulé « Le triangle mortel des Bermudes ». S'inspirant d'articles antérieurs des années 50, il contribue à façonner le mystère entourant les nombreuses disparitions dans cette région. L'article en question aborde les mêmes disparitions que ses prédécesseurs, mais agrémenté de citations fictives et de suppositions alarmantes. Ce type de contenu est typique d'un journal privilégiant la fiction. Il semble peu probable qu'une publication arborant une couverture aussi sensationnelle puisse fournir des informations fiables issues d'une analyse approfondie et scientifique. Mais après tout, pourquoi le ferait-elle ? Argosy cible un public bien précis, ceux qui préfèrent être fascinés par des mystères plutôt que de s'atteler à les démêler. Le triangle des Bermudes reste un mystère indémodable, attisant sans cesse la curiosité pour l'inexpliqué. C'est l'essence même d'une légende urbaine. L'année qui suivit, Vincent publie Horizon Invisible, un livre s'emparant de la légende du triangle des Bermudes, en mêlant des événements réels à des récits modifiés ou purement fictifs. Parmi les nombreuses disparitions, l'escadron 19 reste particulièrement notoire, marquant un point culminant dans la mythologie du triangle.
La perte de l'USS Cyclops en 1918 est considérée comme la plus tragique, emportant avec elle 309 personnes. Plus récemment, la disparition du cargo El Faro en 2015 s'ajoute à la liste des tragédies maritimes de cette région énigmatique. En mai 2017, un petit avion privé disparaît des radars lors d'un vol de Porto Rico à la Floride. À bord, 4 personnes dont le sort reste inconnu. Cette disparition se produit bien évidemment au-dessus de la zone. Malgré d'intenses recherches, aucun débris de l'appareil n'est retrouvé, ajoutant une page de plus au dossier déjà épais des mystères du triangle des Bermudes. C'est seulement au cours du XXe siècle que le triangle devient zone à risque. La légende a pris son envol en 1945 avec la disparition énigmatique de l'escadrille 19, un groupe de 5 avions torpilleurs de la marine américaine volatilisés sans laisser la moindre trace. Cette disparition alimente l'imaginaire collectif et forge la réputation sinistre du triangle des Bermudes. Le 5 décembre 1945, le lieutenant Charles Carroll Taylor, un instructeur chevronné avec près de 2500 heures de vol à son actif, se prépare à mener une formation de 5 avions Grumman TBF Avenger pour un exercice au-dessus de l'Atlantique, depuis Fort Lauderdale en Floride. Initialement, Taylor n'est pas le leader de ce vol, mais supervise simplement l'opération. Prévu pour durer 2 heures, le vol implique des avions méticuleusement vérifiés et approvisionnés en carburant avant le décollage. Avec un ciel dégagé et une mer paisible, les conditions sont idéales pour l'entraînement prévu. À 14h10 précise, les moteurs des avions rugissent et la formation décolle. Pour la prochaine heure, ils tracent leur route vers le sud de l'île de Grand Bahama, exécutant leurs manœuvres de bombardement avec précision. Cependant, une incertitude s'installe lorsque Taylor, le leader, suspecte une erreur de navigation et prend la décision de diriger lui-même le vol. Les rapports radio confirment toutefois le bon déroulement de la mission. Néanmoins, alors qu'ils se dirigent vers la base, les conditions météorologiques se gâtent rapidement après 15h40, compliquant la fin de leur exercice. La tour de contrôle intercepte des échanges radio alarmants, signalant une panne généralisée des radios compas, instruments cruciaux pour la navigation aérienne. Cette défaillance affecte plus de la moitié des avions en vol, les privant de la capacité de localiser Fort Lauderdale, leur destination de retour. Sans cet outil, les équipages se retrouvent dans l'incapacité de naviguer avec précision. Dans un moment de tension extrême, le lieutenant et son équipage, échappant à la détection du radar de la marine américaine, sont saisis par la panique. Face à cette situation critique, Taylor fait le choix audacieux de ne pas recourir à la fréquence d'urgence, une décision qui aurait pourtant permis de rétablir la communication avec la station au sol. Préférant se fier à son expérience et à son intuition, il coupe toute communication, déterminé à utiliser ses compétences pour guider son équipage vers la sécurité. Cette manœuvre risquée mais calculée témoigne de son habileté à naviguer dans l'adversité. Bien joué Taylor. Le lieutenant, croyant reconnaître les Florida Keys, émet un message radio et prend la direction de ce qu'il pense être Fort Lauderdale. Cependant, son avion survole en réalité les îles des Bahamas. Son changement de cap le conduit alors, sans qu'il ne s'en rende compte, loin de la côte de Floride vers le vaste océan. Les rapports radio et les témoignages du personnel naval indiquent que Taylor confond probablement les îles des Bahamas avec les Florida Keys. C'est un fait surprenant étant donné l'expérience de Taylor en tant que pilote. Considérez les faits suivants. Taylor sert en tant qu'instructeur de vol à Miami et s'entraîne au-dessus des Florida Keys. Il est également stationné à Key West. Il semble donc plausible que le vol 19 suive une nouvelle route vers les Bahamas. De plus, Taylor s'est au départ identifié comme MT-28, qui correspond à Miami Torpedo Bombardier 28, renforçant cette théorie. Cependant, son indicatif correct est FT-28 pour Fort Lauderdale. La confusion croissante entre sa connaissance du terrain et ses observations visuelles explique son choix de ne pas se fier à ses instruments. Pensant être au-dessus des Keys, Taylor continue à voler vers le nord, espérant atteindre la Terre, mais cela les mène malheureusement plus loin en mer. Il refuse obstinément de prendre la direction de l'ouest, persuadé que cela les mènerait droit dans le golfe du Mexique. Ironie du sort, c'est précisément cette route qui leur aurait offert le salut. Tandis qu'ils délibèrent, le temps se gâte inexorablement, le soleil plonge à l'horizon, la lumière faiblit et les vagues se font de plus en plus menacées.
À 19h, le lieutenant Taylor émet un ultime message radio signifiant aux Avengers la gravité de la situation et la nécessité d'envisager l'abandon. Les écrits du journal de bord reflètent l'accablement face à l'adversité. Taylor, dans un effort de préserver ses hommes, leur conseille de maintenir une formation compacte, précisant que lorsqu'un avion sera réduit à ses 10 derniers gallons de carburant, ils devront atterrir ensemble. Cette stratégie, pense-t-il, augmente leurs chances de rester unis en cas d'accident. Il suggère ensuite une dernière manœuvre désespérée. Dirigeons-nous vers l'est jusqu'à ce que le carburant soit épuisé. Cela maximisera nos chances d'être repérés près des côtes. Mais déjà, ils se sont aventurés loin des côtes, s'enfonçant davantage dans l'immensité de l'océan. Voici quelques-uns des derniers messages discernables. Nous devons amérir, sinon chute vers la terre. Il se pourrait que nous devions amérir dans quelques minutes. Depuis, plus aucune nouvelle. Les recherches débutent sans délai. Pourtant, pas la moindre trace des avions n'est découverte. Ni débris, ni corps. L'épisode de l'Escadron 19 souffle un vent nouveau sur les légendes entourant déjà le mystérieux triangle des Bermudes. Les explications rationnelles abondent concernant cet événement, mais la question demeure. Pourquoi toutes les boussoles ont-elles cessé de fonctionner en même temps ? De plus, il est déconcertant qu'après près de 80 ans de recherche, l'escadron reste introuvable. Pour compliquer encore les choses, un autre événement tragique et inexpliqué eut lieu la même nuit, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à cette affaire déjà énigmatique. Lorsque la communication radio avec les 5 avions est brusquement interrompue, il devient clair que l'escadron a disparu. En réponse, 2 hydravions Martin Mariner, désignés par les codes ST-32 et ST-49, et chacun doté d'un équipage de 13 membres, sont dépêchés pour localiser l'escadron du lieutenant Taylor. Le ST-32 prend la direction des Bahamas, tandis que le ST-49 s'oriente vers la côte floridienne. À l'origine, le ST-49 est programmé pour un exercice de vol nocturne, mais après la perte de contact avec l'escadron 19, sa mission se réoriente vers une opération de sauvetage. Suite à un message de départ tout à fait ordinaire, l'appareil ne donne plus signe de vie. Cependant, il est observé peu après. En effet, 23 minutes après son envol, le ST-49 est signalé par un navire comme étant un avion en proie aux flammes, explosant au moment de toucher l'océan. L'incendie qui s'en est suivi persistera pendant plusieurs minutes, avec des flammes s'élevant à plus de 30 mètres de hauteur au-dessus de l'eau. Arrivé à la position signalée, le navire découvre des débris flottants et une large nappe de pétrole sans trace de survivants. Parallèlement, un autre bateau muni d'un radar note la disparition soudaine d'un avion de son écran radar au même instant où l'explosion est entendue. Cette explosion est d'autant plus surprenante que les vérifications de routine ne signalent aucune anomalie. Toutefois, l'appareil avait subi une avarie moteur la veille, ce qui n'avait pas été jugé préoccupant. Une inspection approfondie du fuselage sera impérative, tandis que certains membres de l'équipage naval émettent déjà l'hypothèse que cette explosion se lie sans conteste à la disparition du ST-49. Le 5 décembre 1945 marque une date sombre dans l'histoire de l'aviation, avec la disparition de ces 5 avions et 27 hommes. Les circonstances de cet événement restent floues et les explications inexpliquées. Depuis cette date, les efforts pour retrouver des débris se sont multipliés, sans succès. Une semaine de recherche intensive impliquant une flotte considérable de navires et d'avions ne mènera à la découverte d'aucun débris ou survivant. Cette énigme continue de hanter le monde de l'aviation et de la recherche maritime. Sorti en 1977, Rencontre du troisième type de Steven Spielberg reste un classique intemporel du cinéma de science-fiction. Près de 50 ans après sa sortie, le film conserve une pertinence surprenante au vu des prédictions de futures possibles rencontres. Dans ce long métrage, Spielberg nous plonge dans l'aventure d'un scientifique tombant sur les avions de l'escadron 19, étonnamment intact dans le désert mexicain. Le récit, tissé d'événements surnaturels et de rencontres extraterrestres, continue d'alimenter les spéculations et les théories liées à ces phénomènes inexpliqués. L'escadron 19 est probablement la disparition la plus célèbre associée au triangle des Bermudes. Certains affirment même qu'elle est le catalyseur de tout le phénomène. La tragédie de l'USS Cyclops est la plus grande disparition hors combat de l'histoire. En effet, 309 membres d'équipage et passagers
Périsse, avec ce navire de transport de charbon, mis en service en 1910 et conçu pour ravitailler d'autres navires en mer. En janvier 1918, l'USS Cyclops se voit assigné à une mission de ravitaillement de navires britanniques près du Brésil. Parti de Rio de Janeiro le 16 février avec une cargaison de manganèse, il fait escale à Bahia le 20 février. Quelques jours plus tard, il prend la direction de Baltimore, supposé effectuer ce trajet sans arrêt. Cependant, les 3 et 4 mars, le navire fait halte à la Barbade pour charger du fret. Reparti le 4 mars, le dernier message reçu indique que tout va bien, puis plus aucune nouvelle, même si la communication du navire reste opérationnelle. La disparition de l'USS Cyclops reste un mystère. Bien que des outils récents y soient installés, permettant au navire d'envoyer des messages d'urgence, aucun ne sera transmis. Les recherches lancées le 13 mars s'avèrent infructueuses. La théorie la plus plausible suggère que le cargo a rencontré des vents violents dépassant les 130 km/h, causant un déséquilibre de la cargaison trop lourde et le chavirement du navire. L'enquête soulève aussi la possibilité que le capitaine Worley ait pu remettre le navire aux Allemands, mais aucune preuve ne sera trouvée pour étayer cette hypothèse. Des spéculations sur des phénomènes paranormaux et des enlèvements par des extraterrestres émergent également suite à cette disparition soudaine sans laisser de traces. Cette tragédie est la plus meurtrière dans le triangle des Bermudes. La tragédie du cargo El Faro en 2015 reste un événement marquant, soulignant que, malgré les avancées technologiques et les équipements modernes de localisation dont disposent les navires actuels, nous ne sommes pas à l'abri des caprices de la nature. Cette histoire rappelle douloureusement que la mer garde toujours le dessus, même face à l'ingéniosité humaine. Le naufrage du El Faro, survenu malgré les précautions et les systèmes de sécurité, illustre la force implacable des éléments naturels et la vulnérabilité persistante de l'homme face à la furie des océans. Le 1er octobre 2015 marque une date tragique dans l'histoire maritime. Ce jour-là, l'El Faro, un navire cargo de 240 mètres, quitte Jacksonville en Floride à destination de Porto Rico. À son bord, 33 marins s'apprêtent à traverser l'océan. Pendant ce temps, une tempête tropicale se forme loin de là, mais sur une trajectoire allant croiser celle de l'El Faro. La tempête s'est intensifiée, rattrapant le navire et le coinçant dans les griffes de l'ouragan Joaquin. Avec des vents furieux soufflant à plus de 200 km/h et des vagues monstrueuses atteignant 15 mètres, l'El Faro est en grande difficulté. L'équipage, réalisant la gravité de leur situation, voit ses espoirs de survie s'amenuiser. Le capitaine Michael Davidson enverra un message de détresse dans un ultime appel à l'aide, mais peu après, toute communication avec le navire sera perdue. Le naufrage de l'El Faro, avec à son bord 28 membres d'équipage américains et 5 Polonais, marque les esprits. Une fois l'ouragan passé, les opérations de recherche débutent, révélant des débris et une nappe de pétrole à la dérive près des Bahamas. Des enquêteurs spécialisés dans les sinistres maritimes se lancent dans une exploration minutieuse à l'aide de scanners sous-marins. Après de longues journées de recherche, un robot télécommandé met finalement à jour des débris éparpillés, des conteneurs éventrés et divers équipements endommagés. Le 31 octobre, après de longues recherches, la silhouette du navire est enfin découverte par les enquêteurs, gisant à une profondeur impressionnante de plus de 4500 mètres. L'épave, s'étendant sur plus de 30 mètres du sommet jusqu'à la quille, offre un spectacle saisissant. Il est conclu 2 jours plus tard que le naufrage est dû à une sous-estimation des risques de l'ouragan par le capitaine, ainsi qu'à une communication défaillante avec la Terre. Néanmoins, la localisation énigmatique du cargo alimente les imaginations, certains évoquant l'intervention de créatures marines légendaires capables d'emporter le navire dans les profondeurs abyssales. Les accidents et les disparitions mystérieuses se produisant dans le triangle des Bermudes alimentent un éventail de théories alternatives. Parmi les plus tenaces figure l'hypothèse d'une intervention extraterrestre. La fascination pour la vie extraterrestre et l'inconnu galactique nourrit l'imagination, menant certains à lier les mystères du triangle des Bermudes à des activités aliens. Ces idées sont souvent renforcées par des récits de marins expérimentant des phénomènes inexpliqués en naviguant à travers cette région notoire.
Le triangle des Bermudes, cette zone mystérieuse alimentant depuis longtemps les légendes maritimes, est de nouveau sous les feux de la rampe grâce au témoignage d'un marin. Ce dernier raconte une expérience pour le moins inhabituelle. Alors qu'il naviguait de Cuba vers Alger, son navire a brusquement accéléré, déconcertant tout l'équipage. Cette anecdote ravive le débat sur l'existence des extraterrestres, certains suggérant que les ovnis ont un impact sur la perception du temps et l'état psychologique des marins. Une histoire fascinante qui continue de susciter curiosité et interrogation. En 2018, Daryl Miklos, journaliste et explorateur pour une chaîne documentaire, fait une découverte étonnante. Lors d'une plongée dans l'océan près des Bahamas, dans le cadre de ses recherches sur des épaves, il repère une structure inhabituelle à environ 90 mètres sous l'eau. Cette structure, qu'il compare à un vaisseau spatial en raison de son corps imposant et de ses 15 protubérances, pique sa curiosité. Daryl Miklos observe également une série de formations mystérieuses dans la région du triangle des Bermudes, toutes enveloppées dans des coraux anciens qu'il estime être âgés de plusieurs siècles, voire de millénaires. L'explorateur avance l'idée que ces structures ont une origine extraterrestre, mais seules des analyses et des études approfondies valideront cette hypothèse. Reste une énigme. Pour quelle raison des extraterrestres s'intéresseraient-ils à la disparition de nos navires et avions? Le triangle des Bermudes est souvent au cœur de théories fascinantes, certaines suggérant l'existence d'une base secrète ovni où des humains seraient enlevés pour des expériences. D'autres spéculations incluent l'élimination accidentelle de navires et d'avions, simplement parce qu'ils se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment. La notion d'une présence alien est fréquemment associée à l'idée de vortex, envisagée comme des portails interdimensionnels. Selon cette hypothèse, des vaisseaux traverseraient ces portails, disparaissant ainsi de notre monde, une idée trouvant écho dans le mystère non résolu de la disparition des villageois inuits d'Enjikuni. Certains pensent même que des extraterrestres utiliseraient ces vortex pour kidnapper des humains, des théories certes captivantes, mais restant dans le domaine de la spéculation. Des explications plus terre-à-terre se proposent par les scientifiques, suggérant que les caractéristiques topographiques uniques de la région et les phénomènes météorologiques violents seraient responsables des disparitions mystérieuses. L'Atlantide est une île mythique supposée être de la taille d'un continent. Ses origines remontent à Platon qui la mentionne dans deux de ses dialogues, le Critias et le Timée. Selon ces textes, lors de la division du monde, l'Atlantide serait revenue à Poséidon, le dieu de la mer, avant d'être engloutie par des vagues lors d'un cataclysme. Longtemps mal localisée dans le temps et l'espace, l'Atlantide suscite l'intérêt d'Edgar Cayce, un mystique américain au pouvoir psychique au début du XXe siècle. Sous hypnose, il donne des lectures sur l'Atlantide, décrivant le continent en détail et affirmant avoir vécu là-bas en tant qu'Atlante. Il prédit même que les restes d'un temple atlante seraient découverts près de Bimini aux Bahamas, au cœur du triangle des Bermudes. Selon lui, la ville d'Atlantis abritait une population aux connaissances avancées et aux ressources naturelles abondantes. Grâce à ses moyens exceptionnels et à leur technologie remarquable, les Atlantes développent de puissants cristaux de feu pour leur énergie. Cayce croyait que, bien que la ville soit submergée, ces cristaux continuent de rayonner depuis le fond de l'océan, perturbant le champ magnétique de la région et causant des dysfonctionnements des boussoles et des radios, ainsi que des accidents. En 1968, la découverte de la route de Bimini, une formation rocheuse sous-marine, renforce cette hypothèse. La disposition et la forme des roches suggèrent une route ou un mur construit par l'homme, ce qui conduit certains chercheurs à associer immédiatement cette découverte à l'Atlantide. Au fil des légendes, on cherche à expliquer les disparitions mystérieuses survenues dans le triangle des Bermudes. L'existence de monstres marins attaquant les hommes est une théorie récurrente. Parmi ces créatures, le Lusca attire l'attention en raison du nombre de témoignages le mentionnant. Surnommé la terreur des Caraïbes, le Lusca serait un hybride aquatique, mi-requin, mi-pieuvre, avec une allure de dragon. Ce monstre marin résiderait dans les trous bleus, communs autour des Bahamas. Ces dolines sous-marines, parfois très profondes, sont connectées à des grottes souterraines, des cachettes idéales pour une telle créature. Le Lusca, de taille gigantesque, mesurerait environ 20 mètres de long, bien que certains témoignages évoquent jusqu'à 60 mètres. Il posséderait des dents tranchantes comme des lames de couteau et des tentacules dentés ayant, selon certains, mené des attaques d'une violence inouïe.
Le Lusca serait si terrifiant qu'il tuerait tous les pêcheurs ou nageurs s'aventurant trop près de son domaine, emportant même des victimes dans ses grottes. D'autres témoignages prétendent avoir vu le Lusca saisir des personnes sur les pontons des bateaux pour les entraîner sous l'eau avec ses grandes tentacules. Il serait capable de couler un navire entier et de l'entraîner dans les abysses. Enfin, les tourbillons émanant des trous bleus seraient en réalité causés par les inspirations et expirations de la créature sous-marine. Légende ou réalité, le mystère demeure. Le monstre marin, Lusca, s'associe à la distorsion temporelle, un phénomène spéculatif impliquant une altération de l'espace-temps. Ce continuum affecterait le cours du temps, permettant théoriquement le voyage temporel via des portails appelés des failles. Des ruptures spatio-temporelles surviendraient naturellement ou induites artificiellement, nécessitant une énergie considérable. Bien que ces concepts créent beaucoup de débats, Albert Einstein et Nathan Rosen envisagent en 1935 sérieusement la possibilité de voyager instantanément d'un point à un autre de l'univers à travers un tunnel spatio-temporel connu sous le nom de pont d'Einstein-Rosen ou trou de verre. Cette théorie représente une percée dans l'étude des distorsions de l'espace-temps et expliquerait certaines disparitions mystérieuses dans le triangle des Bermudes. Des témoignages comme ceux de Bruce Jannon et Helen Cassio suggèrent fortement un lien avec ces phénomènes. Le 4 décembre 1970, Bruce Jannon, son père et un partenaire décollent de l'île d'Andros aux Bahamas dans un petit avion de tourisme Beechcraft Bonanza. Ce voyage dure habituellement 1h30, sans aucune turbulence ni phénomènes étranges. Les passagers partent donc l'esprit tranquille, sauf que cette fois-ci, les événements vont prendre une tournure très différente. Bruce décolle et commence à monter en altitude. Cependant, des phénomènes étranges commencent rapidement à se manifester aux alentours de 300 mètres d'altitude. Il observe un petit nuage semblant grossir de manière anormale, et pas simplement parce qu'il s'en approche. Ce nuage grandit réellement à une vitesse surprenante, mais Bruce réussit à le traverser sans aucun problème. Les fissures dans l'espace-temps ne proviennent pas de l'approche de l'avion, mais de la taille de la fissure augmentant considérablement et lui permettant de traverser l'avion. Bruce en ressort indemne à une altitude de 3500 mètres. Mais un second nuage bien plus imposant apparaît devant lui. Sans autre choix, Bruce doit le traverser. À l'intérieur, l'obscurité est totale, puis des éclairs jaillissent au sein de cette masse sombre. Il y en a des dizaines, mais le pilote sait que ce n'est pas de la foudre, car la lumière est si intense qu'elle illumine tout l'espace alentour. Bruce vole ainsi pendant environ 30 minutes, lorsqu'il réalise que c'est en fait le même nuage, traversé plus tôt, devenu cylindrique. L'avion se trouve en son centre, le nuage mesurant un bon kilomètre de large et semblant sans fin. Bruce pense que jamais il ne pourra en réchapper, mais une minute plus tard, la lumière apparaît au bout du tunnel. Bruce garde le cap, droit devant lui. Il est presque sorti de ce cauchemar, mais soudain, des événements inexplicables commencent à se produire. Les murs du tunnel nuageux se rétrécissent autour de l'avion, les instruments de navigation s'affolent, la boussole tourne toute seule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les instruments électroniques ne répondent plus, comme si une force inconnue prenait le contrôle de l'avion ou dérive dans une sorte de courant. Toutes les tentatives de Bruce pour reprendre le contrôle de l'appareil sont vaines. Il continue à voler dans ce tunnel, déterminé à en sortir vivant, afin de pouvoir raconter son histoire. Les murs se rétrécissent de plus en plus, s'enroulant comme un vortex. Bruce manque de temps, il doit sortir de cet endroit au plus vite. Les 20 secondes suivantes sont les plus intenses de sa vie, et soudain, il sort enfin de ce monstre de brouillard. Comme Bruce le décrit plus tard, il s'est senti en apesanteur pendant 5 bonnes secondes lorsque l'avion est sorti du tunnel. L'avion se retrouve alors dans un brouillard grisâtre, les 3 hommes poussent un soupir de soulagement. Bruce utilise immédiatement sa radio pour contacter la tour de contrôle afin de déterminer sa position. Lorsque l'aiguilleur au sol regarde son écran, il est stupéfait. L'avion de Bruce n'est pas visible sur le radar, comme s'il était devenu invisible. Mais l'aiguilleur informe Bruce que son avion se trouve déjà dans l'espace aérien de Miami. Bruce est surpris par cette nouvelle, cela semble impossible. Le Beechcraft aurait dû parcourir 400 km, un trajet prenant habituellement 90 minutes. Mais cette fois-ci, il n'aurait fallu que 47 minutes pour atteindre la destination. Sachant que ce modèle d'avion ne vole qu'à une vitesse d'environ 290 km/h, le calcul montre rapidement que c'est techniquement impossible. Il croit à une erreur de la tour de contrôle, mais alors que le brouillard se dissipe et que le soleil apparaît,
Ses yeux s'adaptent à la lumière éclatante et réalisent qu'il survole effectivement la plage de Miami. L'avion atterrit en toute sécurité et c'est le moment de tenter de résoudre ce mystère. Bruce vérifie sa jauge de carburant et sa montre. Après un rapide calcul, il est encore plus perplexe. L'avion n'a pas consommé la quantité de carburant attendue. Bruce ne peut pas s'être trompé, c'est un pilote chevronné. À tout juste 20 ans, il comptait déjà 600 heures de vol et connaît cet espace aérien comme sa poche, y ayant volé des centaines de fois. Toutes les preuves indiquent pourtant que l'avion a omis la moitié du trajet. L'homme médite longuement sur cette étrange journée et consulte même de nombreux experts, mais aucun ne peut lui fournir une explication précise sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Bruce développe alors sa propre théorie et écrit même un livre sur le sujet. Tout serait connecté à ce brouillard électrique et à ces éclairs blancs. Certains suggèrent que l'énergie noire est responsable de ce saut temporel, la même énergie noire à l'origine de l'expansion de l'univers. Cette force, capable de courber l'espace-temps comme un trou noir, forme cet étrange tunnel. Bruce l'a donc rencontré et eu la chance de survivre. Cela explique pourquoi il est arrivé si vite à Miami, mais ce n'est qu'une théorie essayant d'expliquer l'inexplicable. À ce jour, il n'existe pas de réponse définitive expliquant comment Bruce put couvrir cette distance en si peu de temps. Certains détails peuvent toutefois être clarifiés. Les archives indiquent que 84 taches solaires sont enregistrées ce jour-là, ainsi que de puissants vents solaires atteignant près de 700 km par seconde, causant des perturbations dans la magnétosphère et affectant potentiellement des instruments de navigation de l'avion. La théorie de Bruce, prétendant se trouver dans un brouillard électronique, est donc plausible. L'étrange nuage est un phénomène assez courant dans cette région où des zones de haute et basse pression entrent fréquemment en collision, créant des nuages orageux. Le nuage formé autour de Bruce est simplement le résultat de deux masses d'air importantes se heurtant, mais jusqu'à ce jour, personne n'a pu expliquer comment l'avion a atteint Miami aussi rapidement. Quant à l'histoire d'Hélène Cashio, elle reste l'une des disparitions les plus mystérieuses et inexplicables. Hélène est surtout connue pour ses contributions en tant que membre des Mercury 13, un groupe de femmes pilotes sélectionnées pour subir des tests de la NASA dans le cadre d'un programme non officiel visant à évaluer les capacités des femmes à devenir astronautes. Les Mercury 13, bien qu'ayant passé de nombreux tests avec succès, ne voleront jamais dans l'espace en raison des politiques de la NASA de l'époque, n'incluant pas les femmes dans le programme spatial américain. Hélène Cashio et ses collègues démontrent que les femmes ont les compétences et le courage nécessaires pour participer aux missions spatiales, ouvrant ainsi la voie aux futures générations d'astronautes féminines. Le 7 juin 1964, Hélène Cashio, aviatrice chevronnée pour le coup, décolle dans son Cessna 172 avec un passager. Selon son plan de vol, elle quitte Pompano Beach en Floride pour l'île de Grand Turc dans les îles Turques et Caïques, une zone qu'elle connaît bien. À l'heure prévue de son atterrissage, son avion est visible dans le ciel. Les témoins la voient voler en cercle au-dessus de l'île pendant près de 30 minutes. Au lieu d'atterrir, Hélène Cashio se retourne pour disparaître dans un banc de nuages et on ne la reverra jamais. Le mystère demeure non résolu bien que certains détails soient éclaircis. Même si aucun message n'est parvenu au sol, ses communications pendant le vol sont captées par la tour de contrôle, révélant des échanges surprenants. En effet, elle contactera la tour pour signaler un problème avec sa boussole. Malgré les mystères entourant le triangle des Bermudes, la recherche scientifique fournit des explications rationnelles. Dans les années 50, le manque de moyens et de connaissances laisse place à l'imagination et aux théories les plus folles. Cependant, aujourd'hui, grâce au progrès des nouvelles technologies et à l'innovation dans le domaine de l'hydrographie, les scientifiques disposent d'équipements avancés pour sonder, visualiser et étudier les fonds marins. Les sonars modernes permettent une visualisation précise des fonds marins, permettant en 2020 de retrouver une épave vieille de 95 ans. Diverses explications scientifiques sont désormais disponibles pour justifier les événements survenus dans le triangle des Bermudes. Parmi les différentes théories scientifiques, celle des émissions sous-marines de gaz méthane est souvent évoquée. Ces émissions réduisent considérablement la densité de l'eau, entraînant une perte de flottabilité. Une fois le gaz libéré dans l'atmosphère, il représente également un danger pour les avions. Les effets de ce phénomène surviennent si rapidement qu'un bateau ou un avion n'aurait pas le temps d'émettre un appel d'urgence. C'est dans la mer de Kara, au large de la péninsule de Yamal, que de tels effets sont observés par des chercheurs en Sibérie. On suppose que ce même phénomène pourrait se produire dans la région du triangle des Bermudes. Pourquoi y a-t-il du gaz au fond de l'océan?
notamment dans les fonds marins des Bahamas, en Floride, et dans la région des îles des Bermudes, regorgeant d'énormes réserves de méthane naturel. En effet, en décomposant la matière organique, les micro-organismes anaérobies et méthanogènes produisent du méthane. Ce dernier se stocke dans les profondeurs des océans sous forme d'hydrate de méthane présent en grande quantité mais difficile à exploiter. Pour expliquer ce que sont les hydrates de méthane, imaginez une fine cage de glace avec du méthane emprisonné à l'intérieur, se formant dans des conditions de basse température et de haute pression. Dans les parties les plus profondes de l'océan, dans les sédiments déposés au fond sous l'effet de la gravité, l'hydrate de méthane se retrouve sur les pentes sous-marines, mieux connues sous le nom de talus continentaux, à une profondeur de plusieurs centaines de mètres. Ainsi piégés sous forme solide, ces gaz n'atteignent pas la surface de l'océan. Mais si la température ou la pression fluctue, la glace fondra et le gaz s'échappera. Quand la science explique les mystères, comment l'émission de gaz diminue-t-elle la densité de l'eau au moment du réchauffement climatique? La fonte des glaces se favorise fortement dans le dégagement de gaz ainsi que la stabilité de l'hydrate de méthane, se basant sur des facteurs précis de température et de pression. La moindre variation entraîne un dégagement de gaz, c'est ainsi que les cages de glace éclatent et libèrent du méthane sous forme de bulles sous l'eau. Les mouvements du sol et les fractures tectoniques favorisent également la libération de gaz. Les dangers du rejet de gaz dans l'atmosphère sont significatifs, notamment pour les avions. La présence de méthane dans l'air provoque des turbulences atmosphériques, réduisant la portance des avions et causant l'arrêt des moteurs à piston thermique ou des réacteurs. Il est donc plausible que la disparition de certains avions soit due à leur traversée d'une nappe de méthane émanant de la mer au mauvais endroit et au mauvais moment. Concernant les îles Bermudes, une équipe de chercheurs en géosciences utilise des technologies avancées pour étudier l'île et ses environs sous un nouvel angle. À leur grande surprise, les scientifiques découvrent, grâce au sonar, un instrument de détection utilisant des ondes sonores pour localiser et identifier les objets submergés, que le petit archipel est en réalité la partie émergée d'une immense montagne sous-marine de 4000 mètres de haut. La nature volcanique des îles Bermudes est déjà connue, mais l'origine d'une montagne aussi imposante restait un mystère. Lors de la première phase de la formation de l'océan Atlantique, une énorme éruption volcanique eut lieu dans une région isolée et, au fil des millions d'années, le volcan grandira progressivement jusqu'à émerger de l'océan. Initialement, l'île se trouvait entre 900 et 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le professeur de biologie marine Tom Iliffe observe que parmi les récifs de 12 mètres de haut et des abysses de 8000 mètres de profondeur, d'énormes tunnels se sont formés où une puissante force d'aspiration est mesurable. Ce phénomène, connu sous le nom de théorie des tourbillons, permet à l'écosystème naturel d'aspirer de grands objets sous la surface de l'eau. Ces tourbillons sont influencés par la météo, en particulier par les vents forts. La force des tourbillons prend alors la forme mythique d'un entonnoir d'où aucun navire ne peut s'échapper. Le triangle des Bermudes se situe dans une zone de météorologie particulièrement violente, avec des ouragans, des tempêtes équatoriales et des orages fréquents, rendant les voyages en bateau ou en avion difficiles. Les ouragans, qui sont des cyclones tropicaux, sont comparables à des tempêtes très violentes avec des vents forts, formant une vaste zone de nuages d'orage en rotation. Les cyclones tropicaux sont redoutés car ils sont destructeurs sur Terre, dans les airs et en mer. Les Caraïbes, souvent touchés par ces phénomènes, subissent également des micro-rafales de vent soufflant à plus de 270 km/h, générant des vagues disproportionnées appelées vagues scélérates. Ces vagues océaniques soudaines et de grande taille ont une hauteur au moins 2,1 fois supérieure à celle des vagues environnantes. Longtemps considérées comme un mythe, les vagues scélérates sont mesurées par les scientifiques à partir du XXe siècle et les marins les associaient auparavant à des légendes maritimes. Malgré les récits anciens, ce n'est qu'en 1995 qu'une vague de 26 mètres de haut est mesurée et étudiée parmi des vagues ne dépassant pas 12 mètres. Depuis, le mythe maritime s'est transformé en réalité. Mais ces vagues sont-elles responsables des naufrages dans le triangle des Bermudes? Simon Boxall, océanographe à l'université de Southampton, affirme que des vagues scélérates se forment dans la zone du triangle. Selon lui, ces vagues se forment partout où des tempêtes se rencontrent, comme c'est le cas dans la zone des Bermudes, où les tempêtes venant du Mexique et de l'Équateur, et plus à l'est dans l'Atlantique, peuvent entrer en collision. Cela provoque des vagues de différentes directions se croisant pour former des murs d'eau.
Les scientifiques et leurs équipes recréent le phénomène des vagues scélérates dans un réservoir sur une reproduction à échelle réduite du cargo USS Cyclops, disparu en 1918. En quelques minutes, la force des vagues scélérates endommage le navire jusqu'à ce qu'il coule au fond du bassin. Cette théorie est toutefois contestée par d'autres scientifiques, soutenant que les vagues extrêmes dues à des conditions météorologiques difficiles ne doivent pas être confondues avec les vagues scélérates. Des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer cette théorie, qui ne peut en aucun cas expliquer les accidents impliquant des avions. Le Gulf Stream est un courant chaud de surface océanique prenant sa source entre la Floride et les Bahamas et se disperse dans l'océan Atlantique. En 1513, le navigateur espagnol Juan Ponce de León remarque que ces navires sont emportés par un courant d'eau chaude. En 1770, Benjamin Franklin commandite une étude et une carte pour analyser ce phénomène. Le Gulf Stream influence également la formation de trombes marines dans cette région. Les marins décrivent le Gulf Stream comme un gigantesque tapis roulant mesurant environ 80 mètres de large. Pris dans la même direction, il accélère les navires. Mais s'ils naviguent à contre-courant, leur vitesse est considérablement réduite. De plus, les débris provenant d'avions ou de bateaux sont rapidement dispersés dans tout l'océan. Une explication possible pour certains avions et leurs occupants restant disparus à jamais. Des trombes d'eau se forment lorsque des courants d'air froid passent au-dessus des eaux chaudes, créant une énorme colonne d'air rotative en forme d'entonnoir. Ce phénomène, semblable à une tornade, se produit uniquement au-dessus de l'eau. Les trombes marines sont assez fréquentes près de la côte de Floride, et bien qu'elles se dissipent rapidement, elles causent des dommages importants à un navire ou à un avion volant à basse altitude. Une équipe de météorologues propose une nouvelle hypothèse pouvant expliquer la disparition de navires dans la zone du triangle des Bermudes. Ces chercheurs ont mis en lumière un phénomène météorologique particulier, la formation de grands nuages hexagonaux inhabituels. Observés sur des images satellites de la NASA, ces nuages hexagonaux, mesurant entre 30 et 80 mètres de diamètre, sont observés au-dessus de l'océan. Ces formes sont surprenantes car la formation des nuages est généralement aléatoire, selon les scientifiques. Cela génère des vagues puissantes et de fortes perturbations en surface, de véritables bombes aériennes balayant tout sur leur passage. Le dysfonctionnement des instruments de navigation des avions et des navires est souvent signalé par les pilotes et les navigateurs lors des événements tragiques de la zone du triangle des Bermudes. Ces incidents ne sont pas de simples coïncidences aléatoires, mais indiquent une perturbation du champ magnétique terrestre dans cette région. Mais qu'est-ce que le champ magnétique, surnommé le bouclier terrestre par les scientifiques? Le champ magnétique terrestre est généré par les mouvements complexes des fluides dans le noyau externe de la Terre. Ce champ oblige toutes les boussoles à pointer dans la même direction, le nord magnétique, et guide les animaux migrateurs dans leur grand voyage. Ce puissant bouclier invisible protège notre planète des agressions cosmiques. Les avions et les navires dépendent donc du champ magnétique pour localiser les particules et s'orienter dans de vastes zones sans repères visuels comme les océans. La déclinaison magnétique est l'angle entre le pôle nord magnétique indiqué par la boussole et le pôle nord géographique, correspondant au pôle nord là où l'axe de rotation de la Terre passe. La boussole indique le nord magnétique, guidé par le champ magnétique terrestre, constamment en mouvement. Les cartes s'établissent en indiquant le nord géographique, mais les boussoles indiquent le nord magnétique, guidé par le champ magnétique de la Terre. Selon l'endroit où vous vous trouvez sur Terre, la déclinaison magnétique sera différente. De plus, le nord magnétique se déplace avec le temps. Aujourd'hui, le champ magnétique terrestre se déplace d'environ 60 km par an. Si les navigateurs inexpérimentés ne tiennent pas compte de la déclinaison magnétique, ils risquent de s'éloigner considérablement de leur destination ou de commettre des erreurs de calcul de route. C'est pourquoi les navigateurs s'appuient sur une boussole pour déterminer leur trajectoire. Les orages magnétiques, qui sont de fortes fluctuations du magnétisme terrestre, sont provoqués par des variations de l'activité solaire. Ces tempêtes perturbent tout système ou infrastructure contenant du métal ou exposé à un courant électrique. Lorsque des orages magnétiques surviennent, ils intensifient le champ magnétique, affectant ainsi les boussoles et les communications radio des avions en vol ou des navires en mer, entraînant une perte de trajectoire. Une autre théorie suggère qu'une météorite aurait frappé la Terre il y a des milliers d'années et serait enfouie sous l'océan dans le triangle des Bermudes. Il est donc envisageable que cette météorite possède des propriétés électromagnétiques uniques, causant des perturbations dans le champ magnétique.
L'existence de ce champ et ses fluctuations exigent que les marins ajustent constamment leur cap initial en prenant en compte la déclinaison magnétique. Bien que des outils modernes compensent aujourd'hui ces déviations, il fut un temps où ces données scientifiques étaient méconnues, menant les navires à leur perte. 56% des accidents aériens et 80% des accidents maritimes s'attribuent à des erreurs humaines, alors que l'on cherche souvent d'autres justifications. Le mystère du triangle des Bermudes et ses disparitions inexpliquées captivent notre imagination depuis des décennies. Bien que la zone soit un passage fréquenté par des milliers de navires et d'avions, évitant ainsi un détour considérable, le triangle des Bermudes n'est pas aussi périlleux qu'il n'y paraît. Les conditions météorologiques difficiles et le trafic dense expliquent le nombre relativement faible de disparitions. Les compagnies d'assurance ne considèrent d'ailleurs pas cette zone comme particulièrement risquée et n'augmentent pas les primes en conséquence. De plus, le triangle des Bermudes n'est pas listé parmi les 10 zones de navigation les plus dangereuses par l'Organisation du Fonds mondial pour la nature. Néanmoins, les faits demeurent. Des centaines de navires et d'aéronefs ont disparu sans laisser de traces, sans débris et parfois sans émettre de signal de détresse. En 1938, un navire anglo-australien disparaît juste après avoir signalé des conditions météorologiques idéales, emportant avec lui 38 personnes sans jamais être retrouvées. Les découvertes scientifiques suggèrent que des phénomènes sous-marins comme les émissions de gaz océaniques perturbent sérieusement les trajets maritimes et aériens, causant des dommages irréparables. La région est également sujette à un climat hostile, capable de générer des ouragans, des vagues gigantesques et d'autres dangers extrêmes. Statistiquement, les erreurs humaines des pilotes et navigateurs sont souvent à l'origine de ces disparitions. En 1963, le SS Marine Sulphur Queen quitte le port de Beaumont, au Texas, à destination de Norfolk, en Virginie. Le navire disparaît peu après, englouti dans les abîmes insondables. Bien que certains attribuent sa disparition aux forces mystérieuses du triangle des Bermudes, il est probable que le navire ait disparu dans le golfe du Mexique. Les gardes-côtes pensent qu'il a disparu juste avant d'atteindre les Florida Keys, mais leur certitude reste questionnable. En 1954, un avion s'évanouit lors de son entrée entre l'État du Maryland et les Açores. Il est dit qu'il est victime du triangle des Bermudes, bien qu'il ait volé au-delà de ses frontières. Le cas mentionné du Carol Deering est encore plus troublant, car il traverse sans incident le triangle des Bermudes pour ensuite naviguer à pleine voile une fois passé. Les défenseurs du triangle justifient souvent ces disparitions en évoquant des zones adjacentes, suggérant que les disparitions à proximité du triangle doivent être considérées comme faisant partie de celui-ci. D'accord, mais jusqu'où s'étendent ces régions adjacentes? Le golfe du Mexique en fait-il partie? Et la mer des Caraïbes? Les côtes du Brésil? La côte de Nouvelle-Écosse? Peut-être l'ensemble de l'Atlantique Nord? Si c'est le cas, pourquoi se focaliser sur un triangle? Une compilation de 40 disparitions prétendument liées au triangle des Bermudes nécessiterait alors d'envisager un triangle plus vaste. Dans ce cas, le véritable mystère du triangle des Bermudes serait pourquoi tant de personnes s'acharnent à le rendre mystérieux. Cette région n'a rien de particulièrement remarquable comparé au reste de l'océan. Les disparitions de bateaux et d'avions sans laisser de traces sont malheureusement fréquentes et ne se limitent pas à une région de l'Atlantique Nord. Le nombre de disparitions dans une zone spécifique s'influence principalement par des facteurs tels que le volume de trafic, la fréquence des conditions météorologiques défavorables et la présence de courants océaniques forts. Le triangle des Bermudes répond à ces trois critères. Le trafic est dense, fréquemment traversé par des ouragans et des tempêtes, et le Gulf Stream y circule. Cependant, la plus grande faiblesse de cette énigme présumée réside dans sa variabilité. L'élément clé du triangle des Bermudes est la possibilité de corrélation entre ces incidents, bien que chaque disparition soit unique. Certaines ont lieu pendant des tempêtes, d'autres par ciel dégagé. Certaines alors que la mer est houleuse, d'autres dans le calme plat. Certaines en plein jour, d'autres la nuit. Les causes probables peuvent être un défaut mécanique, des explosions, une erreur humaine, un acte de sabotage, une panne de carburant, un manque d'expérience, des actes de piraterie ou une mutinerie, entre autres. Tandis que certains navires et avions sont flambant neufs, d'autres ont plusieurs décennies. Ils varient en taille, certains étant extrêmement grands et d'autres petits. Il arrive que des corps, des débris et des épaves soient retrouvés, mais pas toujours. Parfois, un signal de détresse est émis, mais ce n'est pas systématique. Ces incidents concernent tout type de vaisseau ou d'avion, se déplaçant à toute vitesse, dans n'importe quelle direction, à toute altitude, transportant un nombre quelconque de passagers pour une durée indéterminée et pour diverses raisons.
Quelle que soit cette force mystérieuse, elle ne fait preuve d'aucune sélectivité quant à sa cible, au moment ou à la manière dont elle frappe. Des explications logiques ne suffisent pas toujours à élucider toutes les tragédies, laissant certains chercheurs privilégier des théories plus énigmatiques. Le triangle des Bermudes, mélange d'explications scientifiques et de cas inexpliqués, nous fascine depuis des décennies. Les hypothèses des chercheurs offrent en partie un éclairage rationnel sur ces disparitions, apportant une meilleure compréhension des phénomènes naturels, expliquant de nombreux incidents et démystifiant ainsi des phénomènes longtemps considérés comme surnaturels. Pourtant, des récits plus spéculatifs, incluant phénomènes paranormaux, interventions extraterrestres et témoignages de personnes, n'écartent en aucun cas une piste hors de portée de notre compréhension. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner, mettez un pouce bleu pour soutenir la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines émissions. Restez curieux, restez éveillés et tenez la barre dans la bonne direction. Sait-on jamais? À la prochaine sur Enigma et Mysterium.